Il est 20h, mesdames, messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. Voici les titres. Lancement ce matin de la 10e rencontre bilatérale entre les administrations des douanes sénégalaises et gambiennes. L'objectif est de renforcer la coopération douanière déjà dynamique, mais aussi sécuriser les frontières. L'enjeu pour les deux voisins, lever tous les obstacles au transport des marchandises. Et puis dans l'actualité également, Petrosen qui doit 800 milliards de francs CFA aux opérateurs. Révélation de son directeur général lors d'un dialogue avec les parlementaires sur la transparence et la redevabilité des projets pétrogaziers au Sénégal. Le directeur général de la société pétrolière du Sénégal prône la renégociation des contrats au plus vite. Réaction à suivre dans ce journal. Dans ce journal également, nous parlerons de la recrudescence de la migration irrégulière. Depuis plus de 3 mois, 70 migrants sénégalais sont tenus en otage en Tunisie par des bandes armées et malgré le danger, les risques, les alertes et la sensibilisation des autorités, plusieurs jeunes rencontrés par notre reporter préfèrent encore se donner à la migration irrégulière. Et comme tous les mercredis, vous aurez la rubrique découverte. Elle nous mène ce soir au village de Kawal, c'est dans la commune de Bokiladji, département de Kanel. La localité est confrontée à un manque criard d'infrastructures de base. Petrosen, la société pétrolière du Sénégal, doit 800 milliards de francs CFA aux opérateurs. Révélation de son directeur général. C'était lors d'un dialogue avec les parlementaires sur la transparence, la redevabilité des projets pétroliers et gaziers. Au Sénégal, pour Alioune Gueye, la renégociation des contrats pétro-gaziers est une obligation. Le voici, le directeur de Petrosen. Sur la dette, nous avons aujourd'hui, je pense, une dette de près de 800 milliards de francs CFA que la Petrosen doit aux opérateurs. Cela est dû au fait que dans les contrats qui étaient négociés avant, pour la partie prospection, la Petrosen ne devait absolument rien payer, ce qui est toujours le cas. Mais pour la partie développement et exploitation, les parts de Petrosen doivent être payées par Petrosen. Aujourd'hui, pour le développement de Sangomar qui nous a coûté à peu près 5 milliards de dollars, le développement de GTA qui nous coûte plus de 8 milliards de dollars par exemple, les parts de Petrosen, donc 18% pour Sangomar, et là-bas on a, je pense, 12%, donc doivent être payés par Petrosen pour les parts du développement. Le redressement fiscal, c'est normal parce que il y a eu des transmissions de parts d'intérêt. Donc des compagnies à qui on avait donné des licences les ont vendues. Ils les ont vendues contre de l'argent. Okay? Cet argent-là n'a fait ni l'objet d'imposition, ni de droit d'enregistrement, etc., etc. Donc ces redressements fiscaux sont dans cet ordre-là. On ne peut pas, par exemple, aujourd'hui, un Sénégalais qui vend sa maison, qui vend sa voiture, qui vend un bien immobilier ou mobilier, va payer un droit d'enregistrement. Comment se fait-il que maintenant des compagnies qui bénéficient de nos ressources naturelles et qui les transfèrent, qui les vendent contre du cash, ne paient pas ces droits d'enregistrement? Ça, c'est pas normal. Consolider la coopération douanière entre le Sénégal et la Gambie, sécuriser les frontières et promouvoir le commerce transfrontalier entre les deux pays. C'est l'objectif de la 10e rencontre bilatérale entre les administrations douanières du Sénégal et de la Gambie. Une coopération déjà dynamique entre ces deux voisins qui souhaitent lever tous les obstacles au transport de marchandises. La cérémonie a été présidée par le ministre des Finances et du Budget. C'était en présence d'Aminata Kor et Sidignan. Le renforcement de la coopération douanière entre le Sénégal et la Gambie était au cœur de la 10e rencontre bilatérale, dont la question de la sécurité des frontières entre les deux pays constitue l'outil majeur afin de faire la promotion du commerce transfrontalier. On a non seulement un projet
d'interconnexion de nos deux systèmes d'information. Mais aussi, on a des projets importants de construction de postes de contrôle juxtaposés, mais aussi des initiatives visant à transformer tous les postes qui sont le long du corridor en bureaux de contrôle de plein exercice, pouvant permettre en tout cas aux services de faire toutes les formalités à ce niveau et de faciliter par voie de conséquence le transit entre la Gambie et le Sénégal. Le directeur des douanes et impôts de la Gambie est catégorique. Cette coopération est un apport capital pour les deux pays. Société Africa léegi ñu ngi wax African Integration te su fekkee ne African Integration dafa war a am. La rencontre d'aujourd'hui, on va le faire également ce vendredi. C'est pour faciliter les relations entre le Sénégal et la Gambie, avec un bon service entre les deux pays. Ce qui est le plus important, c'est ce qui est le plus important à savoir. Ces deux pays sont des pays frères qui partagent beaucoup de choses. ñuy liggéey ci mbiri douane bi toujours dañ dee toujours dañ dee nekk di waxtaan. En poursuivant son discours, le directeur général des douanes et impôts gambien confirme que la coopération va poursuivre ses activités. Société Gambia lu mel ak Sénégal am nañ ay borders mooy ci anglais. Nous sommes à notre 10e rencontre et on doit continuer à le faire parce qu'on doit conscientiser les peuples et faciliter les rapports frontaliers entre les deux pays. So loolu dafa nekk loo xam ne tamit waxtaan bi dina ci nekk. Les deux pays veulent promouvoir le commerce transfrontalier, mais également lever les obstacles aux opérations de transport des marchandises entre Dakar et Banjul. En santé, situation épidémiologique sur le VIH en Afrique de l'Ouest et du Centre entre 2010 et 2023. Le rapport mondial 2023 sur le sida montre une baisse de 46% des nouvelles infections à VIH. Les adolescents et les jeunes femmes constituent encore 19% des nouvelles infections. Et au Sénégal, il est urgent, selon les acteurs, de renforcer la prévention et la prise en charge pédiatrique dans un contexte où la stigmatisation continue de freiner les efforts de lutte. Explication Aïssatou Kanebarasowa. Le nombre annuel de nouvelles infections à VIH en Afrique de l'Ouest et du Centre a diminué de 46% entre 2010 et 2023 selon le rapport mondial 2024 sur le sida. Cependant, les adolescentes et jeunes femmes représentent encore 19% de toutes les nouvelles infections. Nous avons reconnu des progrès, la diminution des nouvelles infections depuis 2010 jusqu'à 2023. Nous avons l'accès au traitement qui a augmenté dans la région. Nous avons vraiment fait quelques progrès, mais évidemment nous avons aussi des défis, notamment l'accès au traitement des enfants. Au Sénégal, malgré les progrès en matière de prévention de la transmission mère-enfant, des efforts sont nécessaires pour améliorer la lutte contre le VIH pédiatrique. Comme je disais, l'accès au traitement des enfants, c'est une des priorités de la région et le Sénégal a mis vraiment le paquet sur l'accès au traitement des enfants. Dans notre région, 1% des adultes vivant avec le VIH-Sida ont accès au traitement. Les enfants, c'est seulement 35% qui ont accès au traitement. Donc c'est vraiment un domaine où on a beaucoup d'efforts à fournir. En Afrique de l'Ouest et du Centre, 13% des personnes vivant avec le VIH ont déclaré être victimes de stigmatisation, ce qui a conduit 34% d'entre elles à interrompre leur traitement. Au Sénégal, des mesures sont mises en place pour y remédier. La stigmatisation est toujours là. Et surtout la stigmatisation des populations clés qui n'ont pas accès aux services parce qu'ils sont stigmatisés. Et quand on est stigmatisé, ils se cacheront et ils vont transmettre parce qu'ils n'auront pas accès aux services de prévention, aux services de traitement. C'est un domaine où on doit faire beaucoup d'efforts. Le rapport mondial 2024 sur le sida souligne également les défis liés au financement. Il existe un déficit de 2 milliards de dollars nécessaires pour mettre fin au VIH. En plus des financements extérieurs, les contributions domestiques des États qui ont diminué de 3% doivent être augmentées pour combler ce manque. Parlons à présent de la migration irrégulière qui continue de faire des ravages dans notre pays. Plus de 70 migrants sénégalais sont tenus en otage depuis près de 3 mois en Tunisie par des bandes armées et malgré
le danger, les risques, les alertes et la sensibilisation des autorités. Les jeunes rencontrés par notre reporter préfèrent encore emprunter les routes périlleuses de la migration irrégulière pour rejoindre l'Europe. La situation inquiète les autorités, mais également leurs parents qui se sentent impuissants. Ils se sont exprimés dans ce reportage de Khadija Tounila Diouf. Prise en otage, périr en mer ou dans le désert, les risques sont là, mais les jeunes n'ont pas peur de tenter l'immigration irrégulière. Entouré, ce vendeur est bien conscient des risques de l'immigration irrégulière, mais cela ne freine guère son désir de prendre la pirogue pour l'Europe. Prendre la décision de faire ce voyage est déjà un risque. Certains se perdent, d'autres meurent, d'autres sont pris en otage ou arrêtés. Certains finissent par être sans abri. Nous en sommes conscients, mais tout ce que nous voulons, c'est y aller quand même et réussir. Les parents ne semblent pas être convaincus par ce voyage qui ne cause que du stress. Nous, les mamans, sommes fatigués de perdre nos enfants en mer. Nous souhaitons vraiment qu'ils restent ici et essayent de réussir dans le pays. Maud Diouf n'attend qu'une seule chose, l'occasion de partir. Avec un désir aveugle de réussir à tout prix, le risque de périr n'ébranle pas ces candidats à l'immigration. Mais pour beaucoup, la seule solution pour mettre fin à ce fléau serait de faciliter l'octroi du visa. C'est en tout cas l'avis de cet homme. Nous sommes des fils du Sénégal et le droit de voyager doit nous être facilité. Qui nous facilite l'obtention de visa? 70 migrants sénégalais détenus en otage en Tunisie par des bandes armées, une situation que condamne la population sénégalaise qui demande à l'État de réagir au plus vite. Renforcement de la sécurité aéroportuaire. L'aéroport international Blaise Diagne a accueilli en début de semaine une délégation de spécialistes du Conseil des aéroports internationaux. La mission d'évaluation devrait contribuer à renforcer le système de sécurité de l'AIBD. La collaboration est axée autour de l'identification des domaines d'amélioration et également des échanges de bonnes pratiques. Explication Muntaga Khan. Les responsables de la sécurité ont favorablement accueilli cette mission d'audit qui constitue un élément déterminant dans la sécurisation de l'aéroport international Blaise Diagne. On a cette chance, comme je viens de le dire, de recevoir cet audit qui est un œil extérieur qui nous permet de renforcer notre système de sûreté. Et comme vous le savez, par rapport au contexte sécuritaire international et sous-régional, il est toujours bon d'être dans une dynamique d'amélioration continue du système de sûreté. Et la sûreté est un facteur déterminant pour l'atteinte des objectifs du Sénégal de faire de l'aéroport international Blaise Diagne le premier aéroport en termes de hub aérien de la sous-région. Cette mission, qui a une dimension internationale, a comme but d'identifier les failles dans un esprit de partage. Dans mon équipe, j'ai des représentants de l'Europe, puisque j'ai un assesseur qui vient d'aéroport de Bordeaux, j'ai un assesseur qui vient de la Namibie, un autre qui vient du Ghana, deux autres qui viennent du Maroc, et nous avons aussi un représentant de la Commission africaine de l'aviation civile. Cette équipe est là pour travailler main dans la main avec l'équipe de l'aéroport pour identifier s'il y a lieu d'améliorer des choses qui sont déjà en place. Parce que vous savez, la sûreté à 100% n'existe pas. Il y a toujours des axes d'amélioration et ça sera l'opportunité pour l'équipe et pour les gens de l'aéroport d'échanger les bonnes pratiques et d'identifier le cas échéant s'il y a des choses à améliorer. À l'issue de cette évaluation qui concerne l'ensemble des domaines du système de sécurité de l'aéroport, un rapport final sera produit à toute fin utile. 73% des clients de la Sénélec utilisent désormais le compteur Woyofal et pour approfondir justement les connaissances des utilisateurs sur les fonctionnalités, la tarification et les avantages liés au produit Woyofal, la direction générale de la Sénélec a organisé ce matin un atelier d'échange et de partage avec les membres du comité national
de dialogue avec la clientèle. C'était en présence d'Aïsatouka et Mafalfal. 73% des clients de la Sénélec utilisent les compteurs Woyofal. Et pour lever les incompréhensions à propos de son utilisation et consolider la relation avec sa clientèle, la direction de la Sénélec revient sur l'importance de cette rencontre. La Sénélec compte actuellement 1 800 000 clients Woyofal sur les 2 500 000 clients que compte la Sénélec. Donc 73% de cette clientèle sont au Woyofal. Et pour permettre à ces clients-là de mieux maîtriser leur consommation, surtout en période de chaleur, nous avons donc initié ces rencontres pour vraiment leur expliquer encore une fois de plus comment gérer le Woyofal en période de canicule, mais comment faire pour mieux profiter de ce produit qui est un produit phare de Sénélec, mais aussi faire des économies d'énergie. Tabarandoy en a également profité pour assurer une meilleure compréhension du système de tarification de Woyofal. C'est une tarification par tranche. Et il faut rappeler qu'au niveau de Woyofal, nous avons seulement 2 tranches. La première tranche, si je prends les domestiques petite puissance, la première tranche va jusqu'à 14 446, soit 150 kWh. Et sur cette première tranche, le client ne paye pas de taxes, uniquement la taxe communale qui est pour les communes, les mairies, et également la redevance qui est la location du compteur, qui est de 429 francs pour le compteur monophasé et 1427 francs pour le compteur triphasé. Donc, indépendamment de ces tranches-là, de ces 2 montants, tout le reste est transformé en crédit Woyofal et remis au client à travers un code de rechargement qu'il devra charger à travers son clavier sur son compteur. La directrice commerciale a aussi invité les clients à dialoguer avec leurs compteurs pour mieux connaître leur historique de consommation. Les conseils que nous donnons aux clients, c'est vraiment de dialoguer avec leurs compteurs. Parce que il y a beaucoup de codes courts que nous remettons aux clients. Ces codes-là sont à leur disposition pour mieux dialoguer avec leurs compteurs. Ça leur donne la consommation du mois passé, la consommation journalière, la consommation d'hier, d'avant-hier, etc. Et ça permet au client de calculer sa consommation moyenne journalière, ce dont il a besoin juste pour terminer le mois. Et ce qui fait qu'en début de mois prochain, le système se remet à zéro. D'autres questions ont également été abordées lors de cet atelier, notamment l'économie d'énergie. La rencontre a surtout pour but de lever les incompréhensions des clients sur le Woyofal et susciter l'appropriation du produit. Pour l'amélioration du cadre de vie, la SONAGED et la SOCOSIM unissent leurs forces à travers un plan stratégique de développement dénommé Excinan. Le plan en question couvre la période 2023-2028. Les 2 sociétés ont signé une convention de partenariat pour la mise en place d'une unité de développement industriel pour la valorisation de déchets solides. Écoutons à ce propos les explications respectivement de Khalifa Babakar Sarr, directeur général de la SONAGED, et Elhadj Mamadou Seck, directeur de SOCOSIM Industrie. L'importance de ce protocole qu'on a signé ce matin, c'est déjà d'aller vers une industrialisation de nos produits relativement aux déchets qui sont collectés, comme le stipule le 3R, c'est-à-dire la réduction, la réutilisation et la revalorisation, le recyclage des déchets. Ceci se passe un peu partout dans le monde, que les déchets sont déjà aujourd'hui, comme on a l'habitude de dire, de l'ordure, mais de la matière première. De la matière première qui peut servir à une grande compagnie comme la SOCOSIM qui importait jadis de ces combustibles-là à travers d'autres pays, comme me le disait M. le directeur tout à l'heure, importer des déchets alors que nous produisons ici des déchets au Sénégal, pourquoi pas ne pas les revaloriser. Donc l'important c'était quand même d'avoir une expérience aujourd'hui typiquement sénégalaise qui pourrait nous permettre quand même de bénéficier de nos déchets dans un cadre d'économie circulaire. Et quels sont les engagements de la SONAGED ? Les engagements, c'est la célérité déjà.
d'avoir des équipes qui sont promptes à la tâche et qu'on puisse aujourd'hui assurer la dynamique du transport, de la production des déchets à l'acheminement pour s'entraider entre nos deux structures et effectivement générer un cadre légal de production de la richesse. Cette unité sera dans le département de Rufisque, là où Sococim est implanté. Donc nous avons là une optimisation dans le domaine environnemental, mais la SONAGED a une vocation, je pense, nationale. Et il est sûr que si cette expérience fonctionne, et nous en sommes convaincus, il y aura un déploiement partout au Sénégal de ce genre d'unités qui sont utiles parce que les déchets ne deviendront plus un fardeau pour les populations ou les autorités, mais une matière première créatrice de valeur. Et puis le ministre des Forces armées, le général Birame Diop, a participé ce mardi à la cérémonie officielle de sortie de la 42e promotion de l'École nationale des sous-officiers d'active. 112 stagiaires, dont 98 Sénégalais et 14 des pays amis du Sénégal composent cette promotion qui a pour parrain le sergent Morwad, tombé au champ d'honneur le 25 juillet 1995 dans la forêt de Bambondan, s'étend à Casamance. Sekou Diallo et Astombaye pour les précisions. La 42e promotion de l'ENSOA est baptisée sous la présence de hautes autorités militaires et civiles. Ils sont au nombre de 112 stagiaires. La 42e promotion à l'honneur ce matin a intégré l'ENSOA le 5 septembre 2022 avec 112 stagiaires, dont 98 Sénégalais, 14 des pays amis. Parmi eux, 29 de la 6e promotion de l'école d'application du service de santé des armées ont rejoint leur établissement à l'issue de la première année. José Amoundé Diédhiou, décédé durant la formation initiale du combattant le 6 novembre 2022. Cette douloureuse perte porte désormais la promotion à 82 élèves, dont 68 Sénégalais et 14 pays amis, notamment les républiques sœurs du Cameroun, de Côte d'Ivoire, de Gambie, de Guinée-Bissau, du Mali et du Togo. Le courage et la détermination constituent une force pour ces pensionnaires. Il n'y a pas un secret, c'est juste avoir un bon comportement, apprendre, suivre les consignes à la lettre, mais aussi aider ses prochains, ses camarades de promotion. La discipline n'était pas à négliger durant toute cette session de formation. Vous sortez dans un contexte particulier, marqué par de grandes tendances mondiales, telles que la montée du terrorisme, le dérèglement climatique, la compétition entre puissances, entre autres, qui se reflètent sur le terrain par des phénomènes sécuritaires complexes auxquels vous ferez face. Vous devrez donc être en mesure de gérer cette complexité grandissante. Restez des leaders performants pour assurer la sécurité des populations, tel est le vœu du commandant de l'ENSOA. Pour que les citoyens puissent y dormir du sommeil du juste, les activités économiques s'y développer et la paix. Et pendant ce temps, le ministre de l'Intérieur était à Louga dans le cadre d'une visite de courtoisie dans quelques familles religieuses de la région. Jean-Baptiste Tine a sollicité des prières du khalife général de la famille omarienne, Thierno Bachir Tal, et des autres guides religieux qu'il a rencontrés pour un Sénégal de paix et pour la réalisation des ambitions du président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Il réagit à sa sortie de visite au micro de Abdou Bodjan et Djibi Sow. Nous nuyu si leen ci turu président bi, turu premier ministre. Nous avons exprimé notre disponibilité continue à soutenir les familles religieuses. Et nous avons sollicité également leur prière pour un Sénégal de paix, pour la réalisation des ambitions présidentielles pour notre pays ainsi que pour la stabilité nationale. C'est un honneur pour moi de me tenir ici aujourd'hui au nom du président et du gouvernement dans ce lieu de grande importance spirituelle pour notre pays ainsi que pour la stabilité nationale. Je salue également la posture du khalife omarien pour le maintien de la paix à Médina Gounass. Actuellement, vraiment, daanaka jàmm dellusi na waxtaan yaa ngi continuer mais am nañu yaakaar ne
jàmm dana fa sax ba faaw. À la découverte du village de Kawal, c'est dans la commune de Bokiladji, département de Kanel. La localité est confrontée à un manque d'infrastructures de base et les rares qui existent dans la localité, comme l'école et le forage, ont été construites par les ressortissants de ce village. Et malgré ces efforts de ces ressortissants, la population interpelle les nouvelles autorités sur l'électrification et la construction d'un collège et d'une structure sanitaire. Amadou Mardiallo. Situé dans la zone de Lauré, le village de Kawal est une localité du département de Kanel. Selon le chef de village, Ousmane Seydi Aou, l'histoire de la dite localité tourne autour de deux frères jumeaux. Djibril et Samba sont les premiers habitants du village de Kawal. Ils viennent du village de Pété dans le département de Podor. Ils ont d'abord habité au village de Gangel Mamoudou Demba, puis à Kawal. Djibril, lui, est resté ici et Samba est parti. Il fut le premier chef de village. Dans cette partie contrée de la commune de Bokiladji, tout ce qui bouge est l'œuvre de leurs veillants émigrés. Grâce à nos émigrés, on a creusé plus de 4 puits. Ils ont construit plus de 4 forages et le mur de clôture du cimetière. Habité par des Peuls, l'agriculture et l'élevage restent les principales activités du village. Ici, les activités principales, c'est l'élevage et l'agriculture. Mais nous avons beaucoup de difficultés, surtout dans le domaine de l'agriculture. Jusqu'à présent, on cultive avec du matériel vétuste, avec nos cheveux et nos ânes. À Kawal, les difficultés ne manquent pas et les autorités sont aux abonnés absents, selon le numéro 1 du village. Nous avons beaucoup de difficultés. Le village n'a pas d'électricité, on n'a pas de poste de santé ni de case de santé et un problème de collège. Nos enfants, surtout les filles, apprennent jusqu'au cycle moyen et la plupart d'entre elles abandonnent les études pour des raisons de tuteur. Malgré les efforts fournis par les émigrés, la population fait face aux doléances sur la réparation d'un forage, la construction d'un collège, d'une structure sanitaire et surtout l'électrification de la localité. Et c'est cet élément qui met un terme à cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. L'information continue sur emedia.sn. Bonne suite des programmes.